On a beaucoup parlé avec Ethel dans nos conversations sur cette idée justement, pas une logique continentale, mais une logique archipel. Et on peut dire que toute l'œuvre d'Ethel est un extraordinaire archipel de tellement de dimensions. C'est quasiment comme dans la superstring theory. Il y en a vraiment beaucoup de dimensions. Il y a évidemment Ethel comme poète, comme écrivain de pièces de théâtre, comme romancière. Ethel comme artiste plastique, comme peintre, comme dessinatrice, comme calligraphe. Est-elle aussi comme artiste qui va dans l'espace public, qui veut sortir des murs du musée et aller dans les villes. Est-elle aussi comme inventeur de nouvelles formes de tapisserie, de textile et de lier l'art à l'artisanat. Tout ça, des dimensions qui sont importantes dans l'œuvre. Évidemment, après, tout cet aspect non réalisé chez Ethel, qui est l'urbanisme, son rêve et projet non réalisé de devenir urbaniste. Et ça nous ramène peut-être au thème d'aujourd'hui, puisque l'autre jour, Ethel, quand on a discuté, tu nous as dit que tu penses qu'aujourd'hui, par rapport à l'école, ce qui est le plus important, c'est de humaniser l'environnement. Donc, je voulais commencer par ça et te demander de nous dire un peu ta vision sur l'école du XXIe siècle. Merci beaucoup de m'avoir invité, Maya et Hans-Ulrich. Et merci à cette assemblée d'être là. Un jour, il fait si beau dehors de venir écouter 3 conférences successives. C'est très impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Ça prouve que vous êtes conscient, comme je le suis depuis que je suis arrivée, que Arles a été fondé par Jules César et on a l'impression qu'il y a un nouveau fondement, une nouvelle naissance de cette ville. On dit très souvent, mais il ne se passe rien de spectaculaire, je veux dire. Bien sûr qu'il se passe des choses en France, mais que ça ne bouge pas assez. Et voilà un lieu qui a déjà bougé et qui va vraiment transformer certainement la ville et probablement la région. Donc c'est quand même très touchant d'assister à un événement pareil. On aurait des millions de choses à dire, mais je vais parler parce que nous étions à Londres, Hans-Ulrich et moi, et nous avons parlé de cette chose qui m'a toujours tenu à cœur, c'est l'art. Or, si vous voulez, des organisations ciblées comme les musées, ce que j'appelle l'art public, parce que c'est toujours touchant. Il y a des gens qui ne vont pas, des milliards de gens qui ne vont pas dans les musées, qui ne sont même pas conscients de ce genre de discussion, mais qui, en marchant dans une rue, absorbent ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'humain. Par exemple, vous pouvez être très pauvre, mais vous allez dans une cathédrale un jour de Noël et vous avez un grand concert et vous avez, même sans y entrer, vous habitez Paris et vous passez devant les grands immeubles, même le pont Alexandre ou Notre-Dame. C'est très important d'humaniser un environnement parce que, comme par un buvard, c'est absorbé par des gens. Et je crois que le monument de Guéry va remplir cette fonction, va provoquer, autant que je puis dire en voyant une ou 2 images, va provoquer les gens, va créer un contraste avec tout ce qui est romain. Il faut que ce soit assez fort pour que le contraste tienne, et ça va donner ce qu'on dit en anglais impetus, une nouvelle énergie. C'est ça que j'appelle par l'art public qui est absolument indispensable. Quand je suis arrivée en bas, j'ai vu la pomme de Pistoletto et ça m'a enchantée vraiment. Et je me suis dit, voilà ce qu'il faut mettre dans les banlieues. Les enfants répondraient, comprendraient, je crois, cette pomme plus que nous tous ici. Vous voyez. Donc, on parle beaucoup,
de cette division entre les gens éduqués, les gens aisés et les gens, les bases frustrés. C'est pas aussi clair que ça, bien sûr. Les gens dits aisés ont des problèmes et les gens dits pauvres ont leur joie, mais il y a quand même quelque chose à faire. Et je crois que ce que nous appelons art, c'est-à-dire, il faut élargir la notion. Par exemple, de nos jours, nous ne parlons plus de beauté, c'est ringard. Vous dites, oh, je veux un beau tableau. Il est beau, enfin, il faut qu'il vous choque. Donc, mais les gens ont gardé cette notion de beauté, de base. Moi, j'ai grandi, contrairement à Zurich, je n'ai pas vu une peinture avant mes 24 ans. Ma mère était grecque et mon père musulman, et à la maison, il n'y avait que 4 livres. Il y avait le Coran sur la même étagère et les 4 évangiles. Ça fait 5 livres. Une veilleuse et 2 icônes. Et voilà mon background artistique. Et croyez-moi, c'est formidable parce que les enfants, c'est eux qui créent ce qu'ils voient. Et ils sont capables de trouver dans une bille ou dans une reproduction un monde. Et c'est tout ce qu'il y avait à la maison. Et je me rappelle quand ma mère lavait un pot en aluminium, elle disait « il brille comme la lune ». Donc nous sommes tous artistes à un certain niveau. Si par art, nous voulons dire cette capacité de voir dans les choses plus que ce qu'elles vous présentent dans les médias. Nous avons chacun à différents degrés, et aussi certains choisissent d'aller plus loin dans cette direction, et d'autres, ou par ignorance, ou pas de besoin de gagner leur vie, on ne sait pas, n'y vont pas. Mais nous avons tous, en tant qu'êtres humains, et peut-être quelques animaux aussi, parce que si vous remarquez, un chat préfère un sweater en cachemire à un sweater ordinaire, ils ont déjà, c'est vrai, tout ce qui est vivant a un peu de ce que nous appelons un sentiment d'art. Et j'aimerais, enfin, entre les millions de choses qu'on peut faire, que par exemple, voilà, rénover une ville comme Arles, ou rénover un quartier, un HLM, dans la banlieue de Paris, demander aux jeunes de planter eux-mêmes des arbres, parce que quand vous plantez un arbre, vous allez avoir moins envie de le brûler. Et aussi de sentir que vous êtes impliqué, c'est à vous. Et en même temps, ça résout des problèmes de chômage et des problèmes psychologiques, beaucoup de choses. Leur donner des pots de chaux, de la chaux, et même faire appeler des télés. Donc nous avons des télés qui ne servent pratiquement à rien. Il n'y a aucun gouvernement n'oblige les télévisions à donner gratuitement quelques minutes ou un quart d'heure par jour à une fonction publique qui ne rapporte rien comme argent à la station. Ça devait faire partie de leur licence, de leur permis de fonctionner qu'ils donnent. Et là, on peut parler au public. On ne parle pas au public. Vous voyez ce que je veux dire? Si le gouvernement, si un ministre parlait, mais vraiment, à des banlieusards, il changerait, croyez-moi, il rentrerait à la maison et ce serait quelqu'un d'autre. Il dirait, on m'a parlé, on a demandé mon avis, je vais participer. Et c'est en cela que cette réunion en particulier autour du redémarrage d'une ville et à travers certainement d'une région est une chose qui me réconforte vraiment particulièrement. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et l'autre jour, quand on a discuté à Paris, tu m'as dit que cette idée de ces workshops très concrets, que tu pourrais t'imaginer que dans des banlieues, on pourrait porter des workshops très concrets. Donc, je voulais savoir peut-être si tu pouvais nous donner un peu d'exemples. Et surtout aussi, tu m'as dit pour les écoles existantes,
qu'il fallait enlever les grades. Oui, il y a une refonte, comme on dit, de l'éducation. Et je crois qu'une des choses urgentes à faire, c'est de ne pas donner des notes aux enfants. Parce qu'il y a dans chaque classe un premier et tout le monde se sent derrière. C'est de la folie, ça ne sert à rien. Ils vont passer de classe de toute façon, et s'ils ne sont pas capables, on va le voir. Ils n'ont pas besoin 2 sur 10, 4 pour 10. Il faut effacer, ça crée des complexes d'infériorité, ça ne sert à rien. Jean Villard avait dit qu'il était toujours le dernier de sa classe. Alors, et puis c'est pas ça. On est dans un monde hiérarchisé, que ce soit les religions monothéistes, que ce soit les gouvernements, bien sûr dans les démocraties un peu moins, mais il y a toujours une verticale. On a perdu, nos sociétés ont perdu une innocence, les sociétés dites avancées. Et les sociétés qui avaient cette innocence, celles du Moyen-Orient qui se battent aujourd'hui, l'ont perdue parce qu'elle a été pervertie par les idéologies, des frustrations. Donc il y a... Vous voyez ce que je veux dire, vous marchez dans la rue et si vous avez envie de sourire à quelqu'un, vous avez peur, il va croire que vous lui courez après. Il faut que cette société se détende. Et on le ferait en commençant à l'école, en ne disant pas « toi tu es premier et toi tu es dernier et tu t'assois là-bas ». Déjà, il faut commencer à cette base. Et vous aviez parlé des universités. Il y a 3 ans, j'ai été à la Documenta de Kassel. Et moi, c'est la seule Documenta, malheureusement, que j'ai vue. Et je me suis dit, mais au fait, c'est une université. Voilà ce que ça devrait être. C'est tout. Caroline a réussi à montrer de l'art contemporain à son meilleur niveau, sans ce sentiment d'élitisme et de prétention. Vous voyez, on marchait, on trouvait ceci, il y avait des cabines, des petits cadres où il y avait quelque chose d'intéressant, d'autres qui étaient vides. On apprenait sans se dire j'apprends. Moi, j'ai trouvé ce modèle d'université extraordinaire. Donc, faire quoi? Ben, je ne sais pas, mais d'ailleurs, les Américains, ils ont un peu, parfois, une certaine ouverture de ce côté-là. Par exemple, emmener les enfants à la montagne, pas pour des vacances, pas pour qu'ils s'amusent, mais qu'ils regardent des rochers, qu'ils apprennent le nom des fleurs. C'est beaucoup mieux qu'un cours de botanique. C'est pourquoi parfois les enfants qui sont dans les rues et qu'on croit inéduqués savent à leur façon beaucoup de choses, parce qu'ils observent. Ils n'ont pas joué, mais tout est joué, ils savent qui a passé quelle robe, c'est extraordinaire. Donc il faut retrouver une innocence, je ne sais pas quoi dire d'autre, pour commencer. Il faut au moins le vouloir, et après on verra. Merci, Ethel.